Il vient de publier son histoire d'entrepreneur aux éditions Transcontinentales. Le titre de son livre, Entrepreneur à l'état pur. Nous accueillons le grand bonheur, devrais-je dire, Éric, d'accueillir le créateur de Pure Vodka, l'une des vodkas les plus médaillées du monde, Nicolas Duvernois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nicolas, pourquoi avoir choisi d'écrire votre histoire? Quel était ce besoin si pressant que vous aviez de raconter votre expérience? Je dirais qu'il y a deux raisons. La première raison, moi, je fais beaucoup de conférences partout à travers la province, même dans le pays, et puis je me faisais beaucoup poser la question de pouvoir continuer plus l'histoire, de pouvoir continuer avec mes anecdotes, de pouvoir aller encore plus loin dans ce que je racontais. Et puis j'avais beaucoup de questions que le monde me posait à la suite des conférences. Et puis je trouvais ça plate de répondre juste en 2-3 minutes. J'avais envie de prendre le temps de vraiment répondre. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, je me suis dit, pourquoi toujours, moi qui est un amoureux des biographies, pourquoi toujours attendre après 45 ans de carrière pour écrire un livre? Et surtout, pourquoi pas parler de ce qu'est l'entrepreneuriat, mais du départ, du début? Parce que quand on lit un livre et c'est une histoire à succès, on parle plus du succès que du début où ça a été vraiment complexe et où ça a été une traversée du désert. Mm-hmm. Mais parlons-en de vos débuts, justement, parce que moi, je regardais votre CV et je me disais, écoute, là, un étudiant en sciences politiques qui est à la tête d'une entreprise dans la vodka, je voyais pas le lien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Oui, sciences politiques, pourquoi premièrement, moi, je voulais rentrer en architecture à l'université, mais j'avais pas des bonnes notes, donc on m'a pas accepté. Okay. Donc, je me suis replié sur la science. Puis moi aussi, on voulait faire d'autres choses dans la vie, mais on s'est ramassé en sciences politiques parce qu'on n'était pas assez bon. Mais finalement, ça a été un excellent choix parce que je suis quelqu'un de très curieux. Moi, je suis un généraliste, je suis pas un spécialiste. Je préfère savoir 10% de plein de choses que 100% d'un seul sujet. Et la science politique s'apprêtait parfaitement pour ma curiosité. Donc, c'est vraiment à l'université en sciences politiques, par exemple, que j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai découvert que c'était possible non seulement pour les autres, mais aussi pour moi d'avoir une entreprise. Donc, c'est là que toutes les premières idées ont commencé à germer. Et puis de fil en aiguille, en finissant l'université, j'ai décidé de me lancer en affaires. C'était vraiment une option qui était naturelle pour moi. Quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, je me sentais vraiment comme un lion en cage. Donc là, je me disais, waouh, pouvoir faire entre guillemets, ce que je veux, quand je veux, ça avait l'air d'être le parfait choix pour moi. Vous avez un parcours extrêmement inspirant, Nicolas. Merci. Ce que j'ai aimé du livre, personnellement, c'est l'aspect de... Vous critiquez, mais vous apportez des suggestions. Oui. Par exemple, vous êtes critique à l'endroit du Québec Inc., des banques, du gouvernement. Prenons un exemple très concret. Les banques, vous affirmez qu'elles ont besoin d'évoluer, voire d'être révolutionnées. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Je crois qu'aujourd'hui, on rentre, puis dans 20 ans, peut-être qu'on dira que Nicolas avait raison, mais dans une nouvelle ère, une nouvelle révolution industrielle où les jeunes entrepreneurs... puis quand je dis jeune entrepreneur, il y a beaucoup de monde qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai 62 ans. » Puis jeune entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance en affaires. On peut être jeune entrepreneur à 92, là. Tu sais, c'est pas une question d'âge. Mais c'est vraiment... on travaille d'une autre manière. La génération Y, surtout, qui se lance en affaires, a vraiment, j'appelle ça une entreprise, ils veulent créer des entreprises humaines. Donc, avec l'authenticité, la qualité. En anglais, il y a un mot qui dit beaucoup de choses, qui dit craftsmanship, là, le travail fait presque à la main, des entreprises qui ont à cœur la ville dans laquelle ils sont. Donc, c'est vraiment, on n'est plus des grosses entreprises qui veulent absolument rentrer en bourse, la folie du profit pour chaque sou, tout ça. Donc, les banques ont plus l'habitude de travailler avec des chiffres, des colonnes de chiffres et de poser des questions aux entrepreneurs sur leurs profits et sur combien d'employés vous allez couper cette année pour pouvoir faire vos profits, plutôt que de poser la question sur c'est quoi l'objectif, pourquoi tu fondes cette compagnie-là, ça serait quoi que tu aimerais laisser en héritage quand tu fondes cette compagnie-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière d'entreprendre. Nicolas, d'ailleurs, je le cite même quand j'ai cité ce qui se passait avec Pure Vodka. Quand on vous demande qu'est-ce que vous feriez différemment si vous aviez à recréer votre entreprise, vous dites que vous le feriez dans l'État de New York plutôt qu'au Québec. Et ça, il y a beaucoup de Québécois là, qui ont été très choqués, beaucoup de nationalistes qui ne comprennent pas une déclaration d'un entrepreneur à succès comme vous. Pourquoi ça aurait été plus facile si vous aviez été à l'extérieur du Québec? Moi, je le dis toujours, mais je dis toujours malheureusement, j'aurais fait ce choix-là parce que ma priorité, c'est vraiment de bâtir une entreprise québécoise, canadienne très forte et qui fait briller le Québec à travers la planète. Mais le problème ici se pose en tant que complexité des lois et en tant que manque de financement.
Moi, dès la première journée de Pure Vodka, dès la première médaille qu'on a remportée, j'ai des personnes du Texas, de Californie, du Nebraska qui nous ont appelés pour investir. Comment ça se fait qu'il y a personne de Longueuil qui m'a appelé pour investir, tu sais? Ouais. Vous avez gagné, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, 2 années de suite là, à Londres, le prix de la meilleure vodka au monde. Exact. Là, World Masters, hein, c'est ça? Exactement, le World Vodka Masters, c'est la plus importante compétition. Puis j'ai l'honneur de vous dire qu'on l'a gagné aussi cette année. Donc ça fait bravo. 4 fois qu'on est nommé meilleur vodka au monde, puis on est des tout petits joueurs, un tout petit joueur dans l'industrie, donc c'est génial pour nous. Je veux que vous nous parliez de votre expérience avec la SAQ, parce qu'au micro, ici au FM 93, on a été très critiques ces derniers mois, ces dernières années, de ce qui se passe avec notre monopole public au niveau de la vente d'alcool et de vin. Peut-être nous parler du problème. C'est quoi qui est différent? Qu'est-ce qui vous a mis plus de bâtons dans les roues au Québec à cause de la SAQ? Ben moi, premièrement, ce qui est assez complexe, c'est que moi, je travaille avec la SAQ, je vis avec la SAQ d'un côté personnel, où je vais acheter mes spiritueux et mon vin à la SAQ, et je travaille avec eux d'un côté professionnel. D'un côté personnel, je crois que je suis relativement satisfait de ce qu'ils offrent. J'ai la chance, j'ai le privilège de voyager vraiment dans beaucoup de pays. Et puis, c'est très rare de trouver des endroits où il y a autant de choix. Est-ce que tout est parfait? Loin de là. Mais déjà, juste pour une côté de choix, c'est génial. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans la région de Cognac, je parlais à un producteur de cognac. Et si la SAQ n'existait pas, il m'a carrément dit, parce que la SAQ achète pour 400 magasins et plus, il m'a dit que il vendrait pas son produit au Québec. Pourquoi? Parce qu'il préfère vendre aux gros joueurs. Donc, si c'était 400 propriétaires différents de succursales, il dirait, hey, je veux pas me compliquer la vie à courir après les chèques de tout le monde. Donc, la SAQ a quand même un avantage d'acheter pour 400 magasins. Avec les grosses multinationales, c'est plus facile de fonctionner en gros, là. Exactement. Oui, la SAQ, c'est génial quand tu es un gros joueur. Quand tu es un petit joueur, ce qui est très complexe, c'est que la SAQ, vu que ils travaillent avec des gros joueurs. Les gros joueurs savent que dans 6 ou 7 mois, ils vont exister. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on est en octobre. Ben, on est en train de dealer des trucs presque pour le mois de mai en SAQ en ce moment. Mais quand j'étais tout nouveau sur le marché, ou je pense au nouveau... un petit joueur, ben, je sais même pas si la semaine prochaine, je vais être encore en vie. Ah ouais. Donc, il y a encore cette difficulté pour les petits joueurs de rentrer à la SAQ. Ça, je crois, et de ce que j'entends de la SAQ, ils veulent vraiment mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour un peu changer ces règlements, entre guillemets-là. Souvent, on entend parler que... Trop souvent, je trouve, moi, ils veulent respecter les lois internationales et tout ça. Tu sais, moi, mon père, il vient de Bourgogne, puis en Bourgogne, il n'y en a pas de vin du Chili, puis on a les mêmes lois, là, tu sais. À un moment donné, il faut pas être plus catholique que le pape. Une question de volonté politique qui n'est pas au rendez-vous, selon vous, c'est ce qu'on comprend. Oui, il y a 7 ministères qui gèrent déjà les alcools, ça, c'est déjà ridicule. 7. Donc, puis en plus, moi, quand j'ai lancé en 2006, il y a eu comme 3-4 gouvernements en peu de temps. Donc, je me rappelais même plus des noms des ministres, que je crois que j'en ai passé 28 à un moment donné. C'est parce que si on veut... c'est dommage parce qu'on passe à côté d'une tendance mondiale qui est la microdistillation des plus petits produits, un peu ce que la microbrasserie a fait il y a une vingtaine d'années. Et à travers le pays... en Ontario, ou même à 60 km de chez nous, là, dans l'État de New York ou l'État du Vermont, on a le droit de faire visiter nos distilleries, on a le droit de vendre à la propriété. Ici, c'est encore très complexe. Ben, c'est pas complexe, on n'a juste pas le droit. C'est illégal, ouais. C'est illégal. Donc ça, je trouve que c'est contre-productif. Puis pour une fois qu'on peut avoir des produits... Pure Vodka, là, c'est nommé la meilleure vodka au monde, pas la meilleure vodka du coin de la rue, là. Au monde. Au monde. Donc, pour une fois qu'on pourrait être fier de ce qu'on fait. Quand je vais dans la région de Champagne puis on visite les maisons de Champagne, ils sont tous ultra fiers de ce qu'ils font. Et puis, ça crée des emplois. Nous, on est prêts à bâtir une distillerie sur l'île de Montréal. C'est un investissement de entre 3 et 4 millions de dollars. Vous imaginez les taxes là-dessus? J'ai besoin d'au moins une dizaine d'employés de plus juste pour faire rouler ça, pour faire des visites. Le nombre de courriels qu'on reçoit pour du monde qui font du spiritourisme, comme on appelle, visiter les distilleries, je dois en recevoir plusieurs milliers par année. Je suis obligé de dire non à tout ce monde-là. J'hallucine. Mais rassurez-vous, Nicolas, vous avez une fan dans nos studios. Notre responsable de la mise en onde dit que votre vodka est vraiment
excellente, C'est la la meilleure. Revenons sur les gouvernements parce que vous permettez de faire la leçon au gouvernement. Oui. Bon, vous parliez effectivement, vous dites les lois désuètes en matière de distillation. Vous dites on n'a même pas de ministre dédié complètement à l'entrepreneuriat. Ça, c'est hallucinant. Hallucinant. Vous proposez même dans votre livre un partenariat public-privé pour adopter des entrepreneurs. Mais ce qui a retenu mon attention, vous dites, moi, si j'avais eu un revenu minimum pendant 12 mois, 2 000 par mois, sans être imposé, 24 000, écoutez, là, j'aurais fait des miracles en peu de temps. J'aurais sauvé 4 ans. Vous auriez sauvé 4 ans. Alors, ce que j'aime, c'est que vous partez avec d'autres paradigmes. C'est tellement simple, vos propositions. Je me dis, c'est tellement simple. Comment se fait-il qu'on n'y avait pas pensé? Est-ce que vous avez confiance que le gouvernement saura vous entendre? Ben, écoutez, je suis ultra fier de vous annoncer que le Mouvement des Jardins va me supporter dans ce mouvement qu'on va appeler Adopt Inc. Bravo! Oui, je suis très fier, surtout que dans ma petite histoire des jardins a été le seul à croire en pure vodka, donc je suis encore plus fier de ce point-là. Félicitations. Merci. Et donc, depuis mon passage, j'ai fait Tout le monde en parle il y a une dizaine de jours, j'ai des grands cabinets d'avocats comme Norton Rose ou d'autres compagnies qui m'approchent ou que j'approche et que je leur parle d'Adopt Inc. Adopt Inc, c'est quoi? C'est un mouvement pour révolutionner l'aide aux jeunes entrepreneurs. Il y a énormément d'aide indirecte aux jeunes entrepreneurs. Il n'y a aucune aide directe. C'est très important, le mentorat. C'est très important payer des pros pour faire des statistiques. Mais ce qu'un jeune entrepreneur a besoin, c'est que ses frais d'avocat soient payés, c'est que ses frais de comptable soient payés, puis c'est d'avoir la dernière année, juste avant de lancer le marché, là, d'avoir un coussin de liberté, ce fameux 24 000 $ par année que je veux donner aux entrepreneurs pour qu'ils puissent accélérer et faciliter la mise en marché de leur idée ou de leur produit. Ben, sur ces paroles, Nicolas, on va vous souhaiter que la prochaine fois que vous êtes à Québec, peut-être venir nous voir puis nous jaser. Oui. Les gens de Québec aussi sont des grands amateurs de vodka. Avec plaisir. Et on invite les gens, évidemment, à se procurer votre dernier livre, Entrepreneur à l'état pur. C'est aux éditions Transcontinentales. Merci infiniment, Nicolas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. C'était donc Nicolas Duvernois, qui est le fondateur de Pure Vodka.